30 sur Bleu. Alors Rosen, eh bien dans quelques secondes maintenant, le décompte va être donné. Je vous laisse la parole avec Florence pour... Oui, et je l'ai dit en breton, Dom. Voilà, le décompte. Alors, il y a un petit incident peut-être à Lorient. Alors attention, oui, Claire. Oui, allez-y Florence. Vous oui. m'entendez Claire, voilà. Bon, ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti, voilà, le décompte est parti. Voilà, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut voir les premières images de cette TV Braise? Pas d'amélioration du temps cet après-midi sur la Bretagne, des nuages et des averses entrecoupées d'éclaircies sur toute la péninsule armoricaine. Je suis de l'ancienne école. Je suis jeune, mais je suis de l'ancienne école. C'est quoi l'ancienne école? J'aime les femmes qui s'occupent de leur maison, de leur mari, de leurs enfants. Et... Non, mais je trouve ça très difficile. Non, mais j'aime bien ça. J'aime pas les femmes qui disent je veux m'assumer, je veux travailler, je veux ci, je veux là. C'est vrai? Non. Vous voulez une femme qui bosse pas? Non, je veux qu'elle ait une occupation, mais je veux Mais c'est quoi le... Non, mais qu'elle s'occupe de ce qu'elle veut, d'association, qu'elle faire ce qu'elle veut. Christophe Dugarry! Je suis le recordman du monde de saut dans son slip. Au milieu, j'aimerais bien quelqu'un comme Deschamps ou derrière, quelqu'un comme Laurent Blanc. Oh, ok. Alors Little Nerve, nos amis anglais sont un peu nerveux. Lilian répondait tranquillement et c'est Martin Keown qui est passé derrière. Beckham maintenant qui bouscule le caméraman. Bon, c'est pas grave Lilian. Ils sont pas champions d'Europe, ils sont pas champions du monde. À ce qui paraît, les Anglais ils sont fair-play en plus. Enfin moi je sais qu'enfant, la poupée m'intéressait pas, je voulais souffler dans un clairon. Ah, déjà. Pas vrai. Déjà. Tu sais que Freud... Et moi, quand j'étais petit, on m'appelait le clairon. Donc voilà. Voilà. À Oleta, juste au-dessus de Furiani, Joe Mattei confirme que certains différends entre chasseurs peuvent se régler à coups d'incendie. On n'a plus envie de chasser. On a fait la battue et mettre le feu. On a refait notre battue et nous mettre le feu. Ça, c'est pas un berger. Ça, c'est pas un berger, c'est un chasseur. Moi, si je veux mettre le feu, à sa mère, je porte les oreilles. Je colle au front à sa mère. Les oreilles, j'y amène. Voilà. Tu peux retirer le serpent? Ah, mais non, franchement, non, ça m'intéresse pas vraiment de retirer. Tu veux pas te retirer tout seul, toi? Well, I line them up with the driver's side front wheel, and it's not quite as easy as it used to be with the big fat tyres on the RX4 Mazda, but I seem to be able to get most of the ones I line up on the right-hand side of the road. I know I've made a clean kill, particularly if the toad is actually facing towards the vehicle, because the air that's inside the toad is trapped within the head and blown out towards the back end, and the toad really goes off with a bang like a balloon going off. Well, I really go out of my way to run over cane toads basically because I have a very profound love of the wildlife that occurs here naturally. If it was possible to remove them and totally eradicate them from Australia, and I was capable of doing it, I would spend a lifetime doing exactly that. Militante écologiste et mère de famille, médecin par formation mais femme politique par conviction, Dominique Voynet est membre du gouvernement Jospin depuis 3 ans. Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, elle laisse rarement indifférent, notamment à cause du grand écart qu'elle pratique à l'occasion entre ses idées et la dure réalité gouvernementale. Bonsoir Madame Voynet. Bonsoir. D'abord merci beaucoup de venir ici pour la première. Essuyer les plâtres, c'est dur pour vous, pour moi aussi peut-être. C'est gentil, on va voir tout de suite. L'actualité du gouvernement Jospin ces jours-ci, c'est le plan de baisse des impôts. Dans ce plan, il n'y a pas de relèvement des minima sociaux, il y a suppression de la vignette automobile, ce qui fait dire à Noël Mamère, nous sommes les cocus de l'histoire. Est-ce que vous vous sentez une cocu de l'histoire ? J'aime pas ce genre de formule, même si je trouve que ça va bien à Noël Mamère. Pour ma part, je dirais qu'il y a de bonnes choses dans ce plan. Je pense notamment à la suppression de la CSG pour les salaires autour du SMIC et à la dégressivité de la CSG au-dessus du SMIC. On l'attendait depuis longtemps. Il y a des bonnes choses aussi pour ce qui concerne la baisse des tranches
d'impôts les plus bas qui vont quand même donner un souffle aux catégories les plus modestes. Cela dit, il n'y a effectivement pas la revalorisation des minima sociaux et des bas salaires que nous attendions depuis longtemps. Et puis il y a un certain nombre de signes qui ont été donnés dans le domaine de la fiscalité des carburants qui pourraient bien donner de mauvais signaux à la population. Là, je pense tout particulièrement à la suppression de la vignette, qui avait quand même depuis très longtemps un intérêt, c'est d'empêcher une trop forte montée en gamme des véhicules automobiles en France. Les Verts disent que la suppression de la vignette est démocratiquement injuste et que c'est en plus une erreur écologiste. Vous êtes d'accord avec le gouvernement ou vous êtes d'accord avec le parti? Alors, je suis plutôt d'accord avec le parti dans cette affaire, même si j'ai considéré, on en discute avec Laurent Fabius, qu'il était moins grave de supprimer la vignette que de faire baisser la TIPP, ce qui n'aurait eu aucun impact sur la bourse des Français, mais aurait coûté fort cher à l'État. Vous avez beaucoup boxé avec Jospin sur ces mesures sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord? Alors ça ne se passe pas comme ça, mais c'est vrai que oui, j'entends bien. Sur cette affaire de baisse des impôts, le ministre de l'économie a pris, je crois, toute sa place. Moi, j'ai essayé de le convaincre d'une chose, c'est que s'il était normal et sans doute nécessaire de mettre en place des aides ciblées en direction de catégories qui ont aujourd'hui des difficultés que personne ne nie, je pense notamment aux marins-pêcheurs ou aux petits artisans routiers, à ne pas confondre avec les grandes entreprises qui ont des centaines et parfois des milliers de camions, il était en revanche déraisonnable d'opérer une baisse générale de la TIPP, parce que ça coûte fort cher au budget de l'État, disais-je, mais surtout parce que quelques jours de hausse de la part des compagnies pétrolières ou de la part des pays de l'OPEP auraient annihilé cet effort considérable du gouvernement et les Français n'y auraient rien vu. Dans le cas actuel de la flambée des prix de l'essence, qu'est-ce que vous proposez? Il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas leur laisser croire qu'un prix du baril à 10 $, c'était normal. Ce qui est prévisible, et ce que toutes les études économiques montrent, c'est que le prix de l'énergie va être dans le futur un peu plus élevé qu'il n'était jusqu'à présent. D'une part parce que les pays pétroliers n'ont aucun intérêt à la baisse des prix. D'autre part parce que la demande augmente, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et que finalement, les pays pétroliers confrontés à une raréfaction relative de la ressource ont envie finalement de maintenir des prix élevés. Donc il faudrait plutôt, j'ai envie de dire aux Français, il y a deux solutions pour baisser la facture. Il y a engager rapidement une stratégie de maîtrise de la consommation d'énergie. Lever le pied sur l'autoroute, par exemple, vous gagnez 2 litres au 100 km sur votre consommation, vous y gagnez en sécurité, vous y gagnez en confort de conduite. Mais pour les routiers qui travaillent, ça ne fonctionne pas vraiment? Alors pour les routiers qui travaillent, il faut savoir qu'il y a depuis longtemps des mécanismes de restitution des taxes qui sont importants, qui ne le sont peut-être pas encore assez pour les tout petits artisans routiers, mais qui le sont certainement pour les grandes entreprises. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est OK, baisse des taxes contre modernisation sociale du secteur. Parce qu'il faut savoir que dans ce secteur, il y a toujours des gens qui roulent 50 ou 60 heures par semaine. Pour la sécurité, pour la qualité de la vie, c'est pas raisonnable. Et puis surtout, ça fait une concurrence déloyale au rail. Comment vous pensez qu'on peut régler là le blocus, là, maintenant, tout de suite, celui qui a lieu en ce moment? Alors, je mesure la difficulté pour Jean-Claude Guessot qui est en train de mener ces négociations. Je pense qu'il devra arrêter avec les transporteurs routiers des mesures d'aide à ceux qui sont en difficulté. Mais d'ailleurs, c'est pas nouveau. Je ne crois pas qu'il était besoin de bloquer le réseau et les zones de stockage de pétrole pour y arriver, puisque dès la semaine dernière, Laurent Fabius avait annoncé que le gouvernement travaillait sur un dispositif pour les petits transporteurs routiers. On l'a vu avec donc la vignette automobile, entre autres. Pour la ministre écologiste que vous êtes, le plan Fabius ressemble quand même de super près à une nouvelle couleuvre à avaler. Et il faut dire je vous arrête tout de suite. Enfin, c'est pas facile, je vous arrête tout de suite parce que, évidemment, la majorité plurielle et le gouvernement ont été constitués sur la base des résultats de 1997 où les Verts pesaient à peu près 4 à 5% des voix dans le pays. Et il est évident que ce gouvernement, constitué sur la base d'un accord de programme entre les Verts et le Parti Socialiste qui n'était pas parfait, ne porte pas assez la marque des Verts. Cela dit, la solution n'est certainement pas de crier haro sur le baudet. Elle est, lors des prochaines élections, de voter pour ceux qui portent des questions qui intéressent les gens dans leur vie quotidienne, la sécurité alimentaire, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la sécurité dans les transports grâce au transfert d'une bonne partie du fret de marchandises sur le rail par exemple, sont des questions qui intéressent les gens. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas la première fois en 3 ans qu'il y avait des plans ou des décisions gouvernementales sur lesquelles vous étiez complètement d'accord. Évidemment, il y a deux solutions. Soit on se tait, puis on fait semblant d'avoir organisé ce qui nous déplaît,
Et puis effectivement, on ne commente pas en disant qu'on a avalé des couleuvres. Soit on prend l'opinion à témoin pour dire j'aurais aimé qu'on puisse aller plus loin, ça n'a pas été possible, je compte sur vous pour m'aider à le faire la prochaine fois. Moi, c'est mon choix. J'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas été élue pour mettre en place un plan de baisse d'impôts qui s'adresserait en priorité aux classes moyennes ou supérieures. J'ai été élue sur d'autres bases et j'entends rendre compte devant mes électeurs. Simplement, les autres ministres, il leur arrive aussi d'avoir à assumer des décisions qui ne leur sont pas favorables. C'est chacun son tour. Quand ce sont les Verts, ils le disent, et à leurs électeurs, et à leurs sympathisants, et à leurs adhérents. Je vous propose de revenir sur quelques cas de figure où la présence a été au gouvernement d'un ministre vert, du ministre vert que vous étiez, n'a pas toujours été très facile. Regardez, Valérie Astruc. Elle ne connaissait que les manifs de rue, les idées radicales, le militantisme vert. C'était en 97, Dominique Voynet avec sa fille au rassemblement contre les lois Pasqua-Debré. Je pense que c'est important que les citoyens se réveillent. Je me dis enfin ils sont là. Quand elle entre au gouvernement 2 mois plus tard, elle découvre tout des rouages de l'État. La légende raconte même qu'elle ne voulait pas devenir ministre aussitôt. J'insisterai bien sûr sur le canal Rhin-Rhône à grand gabarit. L'abandon du canal Rhin-Rhône, l'arrêt de Superphénix, premier pas au gouvernement, première victoire cadeau accordée par Lionel Jospin. Mais les lendemains qui déchantent arrivent vite. Novembre 97, première couleuvre à avaler, l'autorisation du maïs transgénique que la ministre doit défendre. Le programme vert en prend un coup. Je dois dire que c'est en toute autonomie, en toute indépendance que j'ai cru pouvoir apporter mon soutien. Elle a beau mettre de l'eau dans son vin, Dominique Voynet est écolo, donc gibier de prédilection pour les chasseurs. Février 98, manif, c'est elle qu'on brocarde alors qu'aucune décision n'est annoncée. Les insultes sexistes fusent. Ni Matignon ni Jean-Pierre Chevènement ne réagissent. Peut-être une revanche du ministre de l'Intérieur qui n'apprécie pas ses critiques sur les sans-papiers. Les agriculteurs non plus n'aiment pas la ministre verte. Février 99, son bureau est saccagé par les céréaliers. Cette fois-ci, Jean-Pierre Chevènement condamne. Un mois plus tard, sa visite au salon de l'agriculture tourne mal. Bonjour quand même. Et les agriculteurs connaissent. Son collègue ministre de l'Agriculture, lui, est épargné. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, une ministre écolo au salon, c'est de la provocation, même quand elle vient incognito l'année suivante après la fermeture. Pas de cadeau non plus sur la marée noire. C'est la première ministre à venir sur les plages sinistrées, on ne s'en souvient pas, car une phrase de trop va tout faire capoter. Ce n'est pas, comme certains me pressaient de le dire hier, la catastrophe du siècle. Ah, que c'est dur l'apprentissage du pouvoir quand on est femme, ministre et écolo. Jean-Pierre Chevènement, récemment, super récemment, a montré où étaient les limites de ce qu'il pouvait accepter. Où seraient les limites pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous faire démissionner? Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, mais je n'ai pas envie aujourd'hui de faire du chantage parce que je ne suis pas dans cette démarche-là depuis 3 ans. Je considère qu'il m'a souvent fallu plus de courage pour rester que pour partir. Et je ne crois pas que la solidité des convictions soit proportionnelle au nombre de chantages à la démission qu'on peut exercer pendant 3 ans et 3 mois de présence au gouvernement. Donc clairement, quand par exemple, ça ne va pas, transgénique, ça aurait pu vous faire... Oui, mais c'est un bon exemple de méthode. Quand on n'est pas majoritaire, alors il faut être plus fin, plus malin, attendre son heure, savoir exploiter les failles dans le système. Il y a 3 ans, les citoyens n'étaient pas très mobilisés sur ces questions. Donc j'ai dû, il est vrai, sur ces questions, courber un petit peu le dos. Et puis, un petit peu plus tard, les gens se sont réveillés et on en a profité pour poser de façon publique à nouveau la question. Et puis, on a pu obtenir des décisions d'arrachage cet été de colza ou de soja contaminés par des OGM qui n'étaient pas autorisés en France. Évidemment, je m'en réjouis. Je crois que mon travail est d'autant plus efficace que les citoyens l'accompagnent, le défendent et m'aident finalement à renforcer un rapport de force qui est aujourd'hui tout à fait insuffisant, je vous le concède. À propos de Chevènement, juste avant sa démission, vous disiez dans une interview au Nouvel Observateur que vous souhaitiez qu'il reste, au vu des 3 ans d'accrochage parfois assez violents que vous avez eu tous les deux. C'est pas un peu incohérent? Alors, je lui reconnais une chose, il a des convictions, il les défend, il argumente. Et rien que pour ça, je crois qu'il était important qu'il reste au gouvernement pour continuer à porter sa voix. Dans le même sens, cela dit, il est parfaitement exact que j'ai été aussi très irritée des conditions dans lesquelles
CFS départ, le ton paternaliste utilisé à l'égard des Verts, le costume d'instituteur de la Troisième République qui, muni de sa règle, distribue des coups sur les doigts et des bons points aux élèves jugés un peu moins mauvais que les autres, ça n'est pas mon truc. D'accord. Une dernière question concernant votre très proche avenir politique. On sait que vous voulez vous présenter donc au municipal à Dole. Ça c'est bien, vous n'avez pas mis d'accent circonflexe sur Dole, ça c'est bien. Dole, pour vous faire plaisir. Est-ce que vous allez faire comme Martine Aubry pour Lille et quitter le gouvernement avant pour pouvoir présenter le municipal, ou vous allez attendre le résultat pour savoir ce que vous faites? Alors j'ai un projet qui me tient très à cœur et que je ne pourrai présenter qu'après les municipales, c'est la présentation de la réforme de la loi sur l'eau de 64, qui est attendue avec beaucoup d'impatience dans les milieux des consommateurs, parce qu'il s'agit de mettre de la transparence dans le système de fixation du prix de l'eau et qu'il s'agit aussi de mettre en place le système pollueur-payeur. Donc ça ne pourra se faire que dans le deuxième trimestre 2001 et à l'issue de cette première lecture de la loi sur l'eau, je quitterai le gouvernement pour assumer mes responsabilités de maire de Dole si les électeurs de Dole choisissent de me confier cette responsabilité, ce qui n'est pas acquis. Ce sont eux qui vont décider. Donc vous êtes au ministère au moins jusqu'au municipal, voire après? J'espère bien. D'accord. Merci beaucoup, Madame Voynet, d'être venue ce soir. Merci, longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Demain, Paul Verhoeven, le cinéaste. Dans un instant, vous retrouvez Monica Bellucci, qui est l'invitée de Emmanuel Gaume et Philippe Vandel. Mais tout de suite, l'instant norvégien des Robins des Bois. Merci, Madame Voynet. L'instant norvégien des Robins des Bois. Grut. L'instant norvégien vous est présenté ce soir par Jürgen Simon. Bonsoir. Chaque année, vous êtes plusieurs millions à faire le choix d'une autre vie. En effet, chaque année, en France, plus de 600 millions de Français changent brusquement d'orientation professionnelle. L'homme que je reçois ce soir est président d'une chaîne à péage qui diffuse des images brouillées. Son parcours est auréolé de succès. Et pourtant, s'il est là ce soir, c'est qu'il a choisi de changer de cap. Je vous demande d'accueillir Pierre Lescure. Pierre Lescure, vous avez été journaliste, directeur des programmes, puis président de Canal+, avant d'assumer la lourde tâche de diriger un studio de cinéma américain. J'imagine que vous parlez bien anglais. It's the verity. Et pourtant, si vous êtes là ce soir, c'est que vous... Ah, je vous laisse l'annoncer vous-même. J'ai décidé de me lancer dans la chanson. Pourquoi? Eh ben, d'abord parce que j'ai une belle voix. Et puis ensuite, parce que je ressemble assez fortement à François Valéry. Bien, je crois que vous avez adapté une chanson d'Yves Montand. Oui, ça s'appelle « J'aime me promener dans les couloirs de Canal ». J'ai écrit les paroles et la musique n'est pas de moi. Et les paroles sont de Alain de Greff. Ta gueule. Bien, je crois qu'on regarde tout de suite votre clip, Pierre. Flâner dans les couloirs de Canal. Il y a tant d'animateurs à voir. Il y a Philippe Gildas, Anne de Petrini, et la Signapa, Surya Bonali, la 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 la. Pas terrible. Ah si? Ben non. Je peux encore te virer. C'est le plus joli clip du monde. Bien, merci Majesté. La semaine prochaine, dans Changement de vie, je recevrai Pierre Mauroy qui se lance dans la natation synchronisée. Bonsoir. Eh bien, moi je dis, après ça, on risque plus rien. Hein. Bravo, merci Robin.
Excellente rentrée. Alors nous sommes toujours avec Monica Bellucci qui est venue pour le film Suspicion, Under Suspicion en anglais, qui sort en France le 15 novembre à Paris, voilà. Mais il était hier à Deauville, c'est pourquoi on a la chance d'avoir Monica avec nous sur ce plateau. Et Monica qui a une très très grosse rentrée en fait cette année, puisque le 31 janvier, Le Pacte des loups, enfin la sortie, c'est vraiment le film en costume le plus attendu de cette saison. C'est un film français, je le rappelle, mais on va en reparler. Et puis moi j'avais très envie quand même qu'on parle d'Astérix et Cléopâtre. Est-ce que vous connaissez déjà le titre du film? Est-ce que ça va être celui-là ou pas? Je vous donne une exclusivité. Le titre, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Donc c'est vous la mission. C'est moi la mission, voilà. Alors on va regarder une petite image de Cléopâtre. Moi c'est un personnage que j'adore, elle est arrogante, c'est une vraie pestouille. Est-ce que vous allez être pestouille comme elle? Alors je peux rien dire pour le moment sur les films. Non mais par contre vous pouvez lire et interpréter Cléopâtre en avant-première pour nous. Je peux rien dire. Je n'ai même pas dire conserve l'apéritif au crocodile sacré, mais ce ne sera pas ça. Non. Ce sera pas ça? Non. Et le petit nez, ils vont vous conserver votre joli petit nez ou ils vont vous rajouter quelques centimètres? Non, ça sera mon nez. Je crois justement qu'ils m'ont choisi juste pour ça. Non, ça, j'en crois pas un mot. Qu'est-ce qui vous a dit, Chabat, pour vous convaincre d'interpréter Cléopâtre? C'est moi que j'ai dû les convaincre, justement. Pourquoi vous étiez nombreuses? Je sais pas, j'ai passé des essais comme toutes les actrices. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? C'était pas dû. On a lu des scènes, j'ai fait des essais et voilà, j'étais choisie, tout simplement. Et ben voilà, fin du sujet Cléopâtre. On verra le tournage pour vous commence en fait dans quelques jours. Vous allez aller à Ouarzazate au Maroc? Oui, c'est à Maroc pour 4 mois et après à Paris avec tous les castings que vous connaissez, Christian Clavier, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Jamel, Édouard Baird, ça fait quand même du monde. C'est incroyable. Darmon, un grand casting. Ce qui est marrant, c'est que vous êtes italienne. Et en même temps, vous êtes dans les 2 plus grosses productions françaises qui vont arriver, à savoir Cléopâtre, Astérix et Le Pacte des loups. Oui, mais c'est des films que les Français ont bien envie de vendre à l'étranger, donc je suppose que ça les arrange bien que vous soyez italienne, que vous sachiez parler anglais, tout ça. Je sais pas. Écoutez, moi, je travaille très dur. Je passe des essais tous les fois. J'espère qu'un jour, je prendrai des films sans essai. C'est un bon moment. Mais pour le moment, je suis encore quelqu'un qui doit passer des essais. On va vous voir travailler parce qu'on a des images du tournage, du making-of, comme on dit, du Pacte des loups en anglais. Alors c'est à vous de nous commenter ceci et de nous dire où ça se trouve d'abord. Voilà, c'est difficile à situer. Dans une église. Ah, c'est des making-of. Oui, c'est les images du tournage du Pacte des loups. Je regarde ça avec vous parce que j'ai rien vu du film. Alors quel personnage vous interprétez dans ce film? Alors, c'est une Italienne. Du coup, je peux garder mon accent, mais vraiment, je ne peux rien dire parce que si je parle de mon personnage, je dévoile trop de l'histoire. Et un truc que vous pouvez dire quand même, c'est que vous avez réalisé votre rêve de petite fille, puisque un de vos rêves, c'était de faire un film en costume. C'est vrai, voilà, vous l'avez dit. Non, mais surtout de travailler avec Christophe Gans, c'était une expérience incroyable. C'est son 2e film. Il avait fait Graham Freeman et c'est un casting beau. Il y a Samuel Ebian, Emily Dequesne, Vincent Cassel, Jérémy Régnier et plein d'autres acteurs. Et je crois que c'est un film où il y a un peu tout. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a du romantisme, il y a de l'action, il y a du kung-fu. Et je crois que les jeunes vont beaucoup aimer ces films. On peut quand même dire que c'est tiré d'une histoire vraie, qui est la légende de la bête du Gévaudan. Voilà, la bête du Gévaudan. Il y avait cette bête qui a tué beaucoup de monde, surtout des femmes et des enfants. Et on n'a jamais su vraiment ce que c'était. Si c'était une bête, si c'était un homme, un fou, un homme loup. On a créé plein d'histoires autour de ça. Et voilà, le film parle aussi de ça. Et je crois que l'histoire du loup, c'est toujours une histoire classique, non? Qui fait peur et qui c'est un mystère pour les adultes, pour les enfants, pour les jeunes. Bon, il faudra être un petit peu patient parce que le film en fait ne sortira que le 31 janvier 2001. Mais on a hâte quand même. Hein. Ah, moi aussi. Nous aussi. Merci beaucoup, Monica Bellucci, d'avoir passé cette première de Nulle part ailleurs pour cette rentrée 2000-2001. Merci à vous. Et puis on rappelle quand même que l'actualité la plus proche, c'est ça? Suspicion avec Morgan Freeman et Gene Hackman. On vous conseille d'aller voir ce film parce que c'est un beau drame psychologique et il sort le 15 novembre. Et si vous ne tenez pas, vous pouvez aller le voir en Italie car il est sorti en Italie, il fait un carton. Il fait un carton. Hein? Ouais. Un autre qui va faire un carton cette année que je suis content de retrouver, ça, PPD? Oui, j'aurais aimé faire un loup, moi, dans le film de Monica. Et salut, PPD. Tout de suite, les guignols, après la pub. Introducing a young man that you chose to be so
à Monaco, il n'est plus question de rodage. Avec Marco Simone, Marcello Gallardo et surtout Shabani Nonda, la nouvelle force motrice de l'équipe, le bolide pousse déjà à plein régime. En face, les Marseillais trouveront-ils la parade avec Stéphane Trévisan? Désormais titulaire, il n'entend plus jamais jouer les roues de secours. Le grand match Monaco-Marseille en direct du stade Louis II, mardi 5, 20h15. Et l'autre match en exclusivité, Sedan-Rennes, mercredi 6, 17h sur Vert. L'événement de ce lundi, c'est la rentrée politique, une rentrée placée sous le signe de la discorde. À gauche, c'est la Corse qui divise, à droite, c'est le programme, et chez le président de la République, c'est ses vacances de milliardaire. Ah non, maman, un tapis de l'île Maurice à 100 000, on va pas le mettre dans l'entrée quand même. Non, mets-le sous la table en ivoire et diamant, là, à côté des fauteuils en caviar et saumon. Nous sommes en l'an 2000 et vous êtes encore devant la télévision, bonsoir. Aujourd'hui, c'est Lionel Jospin qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Alors, bien sûr, vous intervenez quand vous le jugez souhaitable. Merci, c'est très républicain de votre part. Et en tant que républicain moi-même, j'apprécie toute manifestation républicaine. Vive la République. C'est normal. Nous ne pouvions bien sûr pas commencer sans rendre hommage à Didier Deschamps, qui a mis fin à sa carrière internationale samedi. Et pour rendre hommage au plus grand palmarès du foot français, nous avons demandé aux plus grands joueurs français. Excuse-moi, Zizou, plus grand joueur français, excuse-moi. Oui, pardon, Michel, pardon, excuse-moi. Bon, bah, allez-y alors, Michel. Voilà, je voulais te rendre hommage, Didier, pour ta carrière, c'est grand ce que t'as fait. Quand on voit ton palmarès tout en étant un joueur moyen par rapport à moi, pas doué par rapport à moi, laborieux par rapport à moi, bah, chapeau. À mon époque, t'aurais pas joué. Merci. Alors, Didier, c'est 2 pieds gauche, dont un carré, pas de jeu de tête, une frappe de pupille asthmatique, 4 buts en 103 sélections, et il est champion du monde par rapport à moi. Merci. Non, je le pense. Une si longue carrière en étant aussi mauvais alors que nous on était bons et qu'on n'a pas gagné, bravo. Attendez, Michel, vous êtes jaloux? Moi, jaloux de passe-partout? Oh, sûrement pas. Merci, Michel, merci, c'est bon. Bon, on passe à l'hommage à Laurent Blanc maintenant, s'il vous plaît. Une réaction, monsieur Jospin? Oh, vous savez, dans toutes les équipes, il y a des départs. Personne n'est irremplaçable, même si ça déstabilise tout un groupe. C'est républicain. Ça ne veut pas dire que Roger Le Maire ne sera pas élu président en 2002. Merci. Automobile, on reparle de Peugeot. Les 206 et les 406 sont des problèmes sérieux et sont rappelés par le constructeur. Je suis désolé, j'ai ma 206 qui a l'airbag qui se déclenche tout seul. Et c'est quoi ce bordel là? J'ai ma 406 qui tire à droite. Bon, mais je suis désolé, mais ma Peugeot dans les chicanes, elle va tout droit et dans les virages, elle finit dans le gravier. Ouais, faut nous la changer. On va prendre une Ferrari plutôt. Oula, non Alain, j'en ai une de Ferrari. Elle faisait exactement la même chose. Sans transition, hôtellerie, des vacances à 500 000 francs les 3 semaines, c'est un peu cher, mais on revient en pleine forme, regardez. Voilà, sans transition, je reçois donc Lionel Jospin. Alors, monsieur le Premier ministre, hier, vous vous êtes longuement justifié sur la Corse. Jean-Pierre Chevènement vous accuse de faire des compromis avec les nationalistes. Non, non, je vous en prie, non. Il n'y a pas le moindre compromis avec la Corse. La Corse est et restera la France, soumise aux lois de la République. Avec un pouvoir législatif adapté, quand même. Oui, mais ça n'est pas un compromis. C'est un arrangement qui tient compte des spécificités corses. C'est républicain. La Corse a une culture que nous devons respecter. Et en plus, on n'a pas le choix, le port d'armes est autorisé là-bas. Quoi? Oui, il y a des particularismes, nous en tenons compte, d'où les arrangements nécessaires. C'est comme la suppression des impôts. Ah bon, mais il n'y a plus d'impôts en Corse? Non, c'est un arrangement qui découle directement de l'arrangement précédent. Ça, c'est un compromis, ça. Non. Bah, quand même. Pas du tout. La Corse fait partie de la République. Tout Français est libre de se rendre en Corse, avec un passeport valide et un visa en règle. Mais ça ressemble à des compromis quand même. Hein. Non, rien ne change. Il suffira à chacun désormais de s'arranger avec l'armée corse pour circuler sur leur territoire. D'accord. De toute façon, la France n'a pas vocation à entrer en conflit avec une puissance nucléaire à 200 km de ses côtes. Donc pas de compromis. Aucun.
Enfin, là, toutes les régions vont demander qu'on tienne compte de leurs spécificités, du coup. Je connais cet argument, je le réfute. Nous sommes actuellement sur le problème breton. Ah, il y a un problème breton? Du tout. Nous discutons de leurs spécificités, ce qui est normal, c'est républicain. Mais il n'y aura pas de compromis. Sur quoi? Sur le taux d'alcoolémie au volant à 7 grammes. Oula, mais c'est 0,4 en France. Justement, la Bretagne fait partie de la France. Nous avons été fermes. Il n'y a pas eu de compromis. Ils réclament une tolérance jusqu'à 7 grammes. Le taux légal est de 0,4. Nous avons coupé la poire en deux. Ce sera 6,5 grammes, rien de plus. Ah oui, bien négocié. Dans le respect de la République. C'est dans le même sens que nous traitons du problème bourguignon. Bourguignon, mais ils veulent quoi, eux? La Bourgogne aux escargots. Bon, c'est légitime. Bien sûr. Mais je serai ferme. Et je le dis aux Bourguignons, non, il n'y aura pas de roi des escargots. La République, oui. La royauté, non. Ça, on vous fait confiance. Et la suite. Voilà, sans transition télévision, ce soir TF1 continue ses grandes sagas classiques. José Dayan s'est attaqué aux Misérables avec Gérard Depardieu et Christian Clavier. Oh, Cosette, ma couille, viens. Oh, viens, ma couille, oh, viens par là. Oh, Jean Valjean, mais Cosette, c'est ma fille, ok? Oui, on n'est pas très sûr pour les costumes, mais sinon, ça doit être à peu près ça. Allez, ciao, bonsoir. Alors je voudrais juste vous rappeler que c'est un peu cadeau ce soir dans Nulle part ailleurs, puisque dans une dizaine de minutes, on va recevoir Richard Ashcroft. Alors Richard Ashcroft, vous le savez certainement, c'est l'ex-leader du groupe The Verve. Il va venir tout à l'heure nous interpréter en live, rien que pour nous en fait, une des chansons de son dernier album. Et c'est vraiment cadeau, c'est pour ça que je vous le dis là maintenant, pour que vous soyez encore là dans 10 minutes. En attendant, mon Vandel, t'es bien installé là? Je suis très bien installé, t'en sais quelque chose. Alors vous voyez, il est bien ce nouveau studio, un plateau magnifique. Et dans les bureaux, vous demandez comment c'est dans les bureaux. Moi j'ai une petite idée, mais des images sur place. Alors nous voici ici dans notre bureau de Nulle part ailleurs. Il y a Sophie au téléphone dans une position qu'elle affectionne. Plus loin, le bureau d'Emmanuel Gaume. Côté de Francky et Clarisse, je te montre ça, mais tu le connais évidemment. Emma est aussi au téléphone, on prépare la rentrée. Alors derrière Emma, admirez, il y a toute une installation vidéo ultra moderne, ça s'appelle un rack. D'abord un magnétoscope bêta numérique, format professionnel. Ensuite un magnétoscope bêta analogique, un téléviseur évidemment. Au-dessus de la télé, un magnétoscope VHS. Alors comment ça se passe quand Emma veut regarder une VHS? Bah, c'est simple, elle prend la boîte, elle prend la cassette, et elle met la cassette dans le... Enfin, elle l'enfile dans le... Bah vas-y, lance-toi. Ah, c'est installé de frais, donc ça doit être bien, voilà. Bah voilà, c'était notre bureau. Tant pis, écoutez, pas de cassette, on va attendre que ça passe à la télé. C'est incroyable, et c'est en vrai, hein. Et c'est pour de vrai. Est-ce que tu aimes... Merci pour elle. Est-ce que tu aimes les jouets? Ouais, j'adore ça évidemment. J'ai un jouet qui est sorti aux États-Unis. Non, c'est pas. Quoique, c'est sorti aux États-Unis, ça cartonne. Ouais. C'est à partir de 13 ans. À partir de 13 ans, c'est bon, j'y ai droit alors. Voilà, oui. Oui, oh bah. Oh là là, mais voici, qu'est-ce que c'est? C'est, on va voir l'interrupteur ici, c'est un condamné à mort sur sa chaise électrique. Alors je mets le courant, écoutez bien. Oh non! Et on voit le mec qui se prend des secousses. Vandel, c'est dégueulasse. Alors si on peut baisser la lumière, vous allez voir, pour bien comprendre que voilà, il a les yeux rouges qui se révulsent. Alors ça c'est pour les petits enfants texans, c'est ça? À partir de 13 ans, ça s'appelle Le Condamné à mort. C'est sorti de la BD de Frank Miller qui s'appelle Sin City, la cité du péché. Il est condamné à mort pour le meurtre d'un psychopathe cannibale qui a saucissonné sa dulcinée. Non, fais pas tomber. Ça vaut 24 $, 200 francs, 115. Non, je m'en fous. Ils en ont déjà vendu 65 000 et ils ont plein de commandes en attente. J'ai besoin de l'aide du public. Et ils sont complètement cintrés. Piétiner, s'il vous plaît. Attention, il y avait le micro dedans, voilà. C'est ignoble, Vandel, c'est ignoble. Je suis d'accord avec toi. Piétiner, hein, je veux pas qu'il reparte vivant ce truc-là. Ça tombe bien, il est mort. Et je termine... Oula. Ouais. Allez-y. Incroyable. Et je termine avec un vrai cadeau. C'est dégueulasse, C'est pas moi qui l'ai construit. Un vrai cadeau pour toi, pour nous, pour vous, pour tous. Un inédit qui arrive d'Elysée Moon, qui va être notre invité en novembre pour parler de sa cassette, son DVD, les petites annonces d'Elie. Mais pour nous faire patienter et pour nous souhaiter bonne chance, vous allez parvenir en avant-première, une exclue, à moins que ce soit une exclue en avant-première, je sais plus. C'est à toi, Elie. Bonjour! J'ai travaillé pendant 15 ans dans une boîte de nuit spécialisée dans les soirées techno et je recherche un emploi! Ben je te reconnais, toi! Tu bossais au Dixies! Non! J'étais client! Ah! Ça va, toi, sinon? Ouais! Qu'est-ce que je te sers? Un ecstasy? Donc, je recherche un emploi
soit dans une maison de repos, soit dans une bibliothèque. Je t'entends pas. Merci. Ah, c'est un vrai cadeau, non? Bravo. Vous restez avec nous dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Thierry Dujon qui, grâce à la magie de la télévision, va retrouver Isabelle Giordano en duplex du Festival de Deauville. Mais tout de suite, un petit cours de conduite, un petit cours de sécurité routière avec notre ami Michel Muller. Non, 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 non. Lors d'un accident, les premiers gestes sont essentiels. Surtout ne pas s'affoler. Demandez l'identité des victimes. Je suis coincé. C'est sa copine, la grosse, là? Ouais, il faut l'aider aussi. Mademoiselle? Mademoiselle? Surtout ne pas toucher la tête, ni la colonne vertébrale, mais faire comprendre à la victime par des gestes simples qu'on est là pour elle. Qu'on est là pour la rassurer. La sécurité au volant, c'est avant tout garder son sang-froid. Ne pas se laisser emmerder par les problèmes extérieurs. Je fais tout, là. Ta bagnole, là. Et t'as crié que ça. Et surtout, regardez la route droit devant soi. Fallait pas m'emmerder. Roule, je suis... Là, je suis coincé, putain. Enculé. Putain, j'ai pété la tête. Si je te retrouve, putain, t'es un enculé, putain. En voiture, toutes les 2 heures, une pause s'impose. Alors ne pas hésiter à s'étirer, à faire des... à relâcher la pression. Hein. Ne pas hésiter à faire un break. Oh, faut que ça se sache, la fatigue au volant, c'est trop mortel. Ça va les filles? Il est fort. Vendredi soir s'ouvrait donc le festival du film américain de Deauville, auquel Canal est très attaché et s'intéresse beaucoup cette année encore, avec sur place ce soir la présence d'Isabelle Giordano devant la plage et les parasols et le ciel gris. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Thierry. Alors le festival du film américain de Deauville, il nous intéresse chaque année particulièrement parce que c'est à la fois un endroit où on peut voir des grosses productions américaines et puis un endroit où on peut voir des films un peu plus discrets. C'est vrai que c'est ce qui rend ce festival intéressant finalement pour sa 26e édition. Une fois de plus, on a ce visage hétéroclite du festival avec à la fois les gros blockbusters américains, les films qu'on a pu voir donc aux États-Unis cet été qui ont bien marché, qui nous arrivent donc ici à Deauville. Et puis toujours, pour éviter quand même cette image de vitrine promotionnelle des majors, Deauville se veut le défenseur d'un cinéma indépendant qui nous offre d'ailleurs régulièrement des talents. Et puis il faut bien le dire, si les Américains viennent ici à Deauville en France, c'est parce que notre pays est quand même un réel enjeu économique. Ils viennent pas seulement pour le cidre et le camembert, c'est parce que la France est le 4e plus gros marché au monde pour Hollywood. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Parce qu'on m'a dit que Clint Eastwood était là pour son merveilleux Space Cowboys qui sort bientôt, Paul Verhoeven pour son Homme sans ombre. Oui Thierry, il y a de la vedette, hein, comme on dit, il y a 10 films en compétition, puis surtout un très beau jury cette année, on doit le dire, avec un président du jury, Neil Jordan, le réalisateur de Crying Game, quelques membres du jury que vous allez voir donc sur vos images, notamment Philippe Labro, François Ozon, Daniel Thompson, Cheikh Cario, Clotilde Courreau, Marie Trintignant, Vincent Pérez, Guillaume Canet, Samuel Le Bihan, donc vraiment un jury qu'on peut apprécier par sa jeunesse.
notamment. Et puis, alors, vous l'avez dit, hein, l'événement du week-end, ça a été la présence de Donna Sutherland, Tommy Lee Jones, que vous voyez ici, Clint Eastwood, donc pour ce film Space Cowboy dont on va reparler. Morgan Freeman et Monica Bellucci sont venus présenter Under Suspicion, qui est le remake américain de Garde à vue. Suzanne Sarandon, reine d'un jour, puisque c'est aujourd'hui, cet après-midi, il y a quelques heures, on lui rendait un hommage. Paul Verhoeven pour L'homme sans ombre. Et puis un autre réalisateur, Stephen Frears, venu présenter une petite comédie. Brian De Palma qui est là en spectateur assidu, aucun film en compétition. L'acteur Kevin Bacon de Paul Verhoeven, c'est donc lui, l'homme invisible, le voici. Et puis Monsieur le clou, Clint. ça a été la remise donc de ce trophée, de cet hommage des mains de Morgan Freeman, l'acteur d'Impitoyable, de cet hommage à Clint Eastwood. Alors le grand Clint Eastwood, l'immense Clint Eastwood était en fait à Venise pour recevoir un Lion d'Or juste avant de se rendre à Deauville. Comment l'accueil s'est-il fait pour lui sur les plages normandes? C'est un accueil chaleureux? Excellent, parce que tout le monde aime le film, tout le monde raffole du film, on n'a parlé que de ça pendant tout le week-end. C'est vrai que c'est super bien, je l'ai vu la semaine dernière, c'est excellent. Oui, c'est vrai, c'est sans doute même son film le plus drôle. Et puis, si on voulait le résumer, c'est pas les tontons flingueurs, c'est un peu les papis volants, puisque rapidement, l'histoire, c'est celle de 4 grands-pères astronautes à la retraite qu'on va réquisitionner. La NASA va les chercher pour réparer un satellite qui est tombé en panne. Et puis, pour Clint Eastwood, c'est une manière de s'amuser de son vieillissement. Il va même assez loin. Et puis, une manière aussi pour lui de montrer qu'il excelle dans tous les genres. On se rappelle le polar, le mélo, Sur la route de Madison, le western impitoyable. Et puis maintenant, ce thème de la conquête de l'espace, qui est un thème très fort dans l'imaginaire américain, c'est un thème qui plaît aux jeunes. Et d'ailleurs, ça marche puisque le film a eu beaucoup de succès cet été aux États-Unis. Donc voici Clint Eastwood, à la fois, donc je rappelle, producteur, réalisateur, acteur, compositeur, même parfois de ses musiques. 70 ans, bien assumé et pas du tout décidé à partir à la retraite, comme l'a constaté Alain Charlot. Good morning, ladies and gentlemen. 11 days ago, atmospheric tracking determined that Russian satellite Icon will re-enter the Earth's atmosphere in 30 days. Is there anyone still alive who can fix this thing? Now, there are many uses for senior people that you would normally not think about. Everybody gets so enamored with retirement in the old days, but I think nowadays a lot of older people are figuring, I don't want to retire, I like working and what have you. You and your entire crew will have to meet the exact physical requirements as any other astronaut here. You will all train to fix that guidance system side by side with my people, in case one of your boys doesn't pass. I think that's fair. You're damn straight it is. I just noticed in the newspaper the other day that Los Alamos Nuclear Laboratory in New Mexico hired back a 68-year-old man because he was the only guy who knew how to work certain equipment. Right here. Here's our contract. Yeah, and then You don't need those, do you? Well, no, just to read, go to movies, drive, walk, you know. And the younger generation aren't as work-oriented as some of the older generation are. They've grown up under a sort of a more luxurious economy, and they haven't had the drive that some of the older people had. Now, true, I say this, but at the same token, I'm thinking, yeah, retirement doesn't sound too bad at a certain time in your life. That has to be up to the individual. Thank you, God. Welcome to space, Frank. This film was fairly easy. The effects part were somewhat difficult. Wearing those space suits and getting in and out of that is not much fun. But the rest of it was a lot of fun and very smooth going. General, just what sort of modifications have your people made here? I'm not getting this crew killed, you included. You miss, you're never going to make it back to the ship. You know, I thought this was going to be hard. Et alors je signale que pour les jeunes acteurs, la leçon du quatuor, c'est quelque chose. Très rapidement Isabelle, avant qu'on se quitte, un mot sur le Stephen Frears High Fidelity qui est tiré du bouquin du même nom. Et il s'agit d'une comédie cette fois.
C'est très ironique, c'est très drôle. Ça sort également comme Space Cowboy ce mercredi. Il faut vraiment aller le voir parce que c'est l'histoire d'un jeune homme, John Cusack, assez immature, qui se demande pourquoi il se fait systématiquement plaquer. Alors c'est vrai que sur un ton assez badin, assez cocasse, même Stephen Frears mène en fait une vraie réflexion sur les raisons des ruptures amoureuses et sur le passage à l'âge adulte. Il y a des petites guest stars comme Bruce Springsteen quand même et Tim Robbins. Voilà donc Stephen Frears qui est venu à Deauville très heureux, d'autant plus qu'il venait d'assister au Stade de France au match France-Angleterre. Il est monté sur la scène en présentant son film d'une phrase, en disant tout simplement « J'espère que vous aimerez mon film autant que j'aime votre Thierry Henry ». Stephen Frears. A man trying to grow up. A man realizing he has to grow up. That's what I think it's about. And he has to become as mature as the woman he's in love with. This is a film for women. Is it thanks to Love Break that young men can become an adult? Well, it's the only way I know. Well, that's what happened to me, is that eventually women teach you how to become a man. You learn through women who are more mature, because life is unfair. Rob. What? I always hated that song. Yeah. Now I kind of like it. Yeah. He's not a very impressive character. What's nice about him is his humour, and his sense of humour, and his mockery of himself. So by putting them in, you make the character more sympathetic. Hi, Laura. Top 5 dream jobs. Hey, that's private. Number 1, journalist for Rolling Stone magazine, 1976 to 1979. Get to meet The Clash, Chrissie Hynde, Sex Pistols, David Byrne. Get tons of free records. Number 2, producer at Atlantic Records, 1964 to 1971. Get to meet Aretha, Wilson Pickett, Solomon Burke, more free records, and a shitload of money. Top 5 best quality to be a great director. Keep your mouth shut. 1, be lucky. 2, listen to other people. Use your brain. I don't know. How do I know? If you find out, let me know. Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve après-demain à Deauville dans NPA. Et Thierry, un petit cadeau quand même pour cette première, c'est pour vous, un collector vinyle, Velvet Underground, Bob Dylan et Elvis Costello, c'est la BO du film, c'est pour vous, cadeau Thierry, salut. Merci beaucoup, salut, à mercredi midi, on vous retrouve donc avec Philippe Gildas. Si vous êtes connecté là en ce moment à NPA, interdiction de partir parce que dans quelques minutes, il y a Richard Ashcroft de Verve qui va jouer en plateau et en direct dans Nulle part ailleurs, juste après le Vintage 20 de Moustique. À tout de suite. Je voudrais le président Clinton, s'il vous plaît. Je lui ai écrit, mais il m'a pas répondu. Il y aura de l'action et du sexe. Qu'est-ce qu'il fait dans cette série, Homer? On s'en fiche, il raconte des potins. T'es comme moi, tu fais partie des jambos. Et ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Je regarderai la 11e saison des Simpsons. Je regarderai la 11e saison des Simpsons. Je regarderai la 11e saison des Simpsons. Les Simpsons en clair, du lundi au samedi, 18h20.